Pascal, quand je tire à pile ou face, j'ai 50% de chances que ça tombe sur pile, 50% de chances que ça tombe sur face. Mais si j'ai 3 fois d'affilée pile, c'est quoi ma probabilité d'avoir face à la 4e fois? Eh bien, surprise, c'est encore 50%. C'est sûr que des gens qui auraient dit après 4 coups, la probabilité est moindre, hein, c'est le tour de pile de passer, mais ça passe pas comme ça. Les probabilités n'ont pas de mémoire. Exact. Mais c'est une erreur que font couramment les joueurs. Beaucoup de personnes seraient tombées dans le panneau, mais pas mon collègue Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Aujourd'hui, on va parler de probabilité. Ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs, le balado. Pascal, on est nul avec les probabilités, là. Beaucoup de gens sont nuls, en tout cas. Oui, c'est connu même. C'est même tellement connu que même le marketing joue avec ça. Ouais. Prends l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, dans sa publicité de la 649, insiste sur le fait qu'on a une chance sur 14 millions de gagner. Ce qui est vrai. Si on calcule le nombre de combinaisons possibles à la 649, on arrive à un énorme chiffre, 13 900 000 quelque chose. Donc, on arrondit à 14 millions. Et donc, effectivement, on a une chance sur 14 millions d'avoir la bonne combinaison. On est tous conscients que c'est un petit chiffre, mais on se dit, au moins, j'ai une chance. Mais imaginons maintenant qu'on prenne ce chiffre-là à l'envers, qu'on le transforme en pourcentage. Ça donnerait, vous avez 0,0000007% de chance de gagner. 5-0 avant le 7. Alors, évidemment, personne ne ferait une pub comme ça parce que tout le monde se dirait instantanément, oui, mais j'ai aucune chance de gagner avec un chiffre aussi faible que ça. Ouais. Et pourtant, c'est le même chiffre que 1 sur 14 millions. Absolument, mais ça n'a pas du tout le même effet. Pourquoi on est mauvais comme ça avec les chiffres, là? C'est la faute de notre cerveau. C'est un peu comme si notre cerveau avait pas été fait pour les probabilités et en réalité, c'est exactement ça. Il n'est pas fait pour les probabilités. Notre cerveau est le résultat de centaines de millions d'années d'évolution. Forcément, nos ancêtres n'avaient pas besoin de calculer les probabilités puis des 1 sur 14 millions. Nos cerveaux sont faits pour sauter à la conclusion la plus simple, la plus évidente. C'est ça qui fait que souvent, on va trouver une réponse rapide, on va raisonner de façon intuitive. Mais les maths, en général, ça demande une réflexion, un moment d'attention. Les maths, en général, c'est pas intuitif. Et un des résultats de ça, malheureusement, c'est que c'est très facile pour un désinformateur qui voudrait nous manipuler ou juste quelqu'un qui serait bon en marketing, très facile de nous impressionner avec des gros chiffres. Hein, un gros chiffre, ça frappe l'imagination comme 1 sur 14 millions et souvent, on en perd notre sens critique. On oublie de se demander, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire 1 sur 14 millions? Puis il y a un autre résultat malheureux de ça, c'est que plusieurs personnes vont comprendre que 10 chances sur 100 d'avoir une maladie, ce serait plus risqué qu'une chance sur 10 d'avoir la même maladie, alors que pourtant, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose, mais il y a aussi la question des mots qu'on utilise là, pour accompagner les chiffres qui peut aussi quand même avoir une influence sur notre compréhension là, des probabilités. Clairement. Et j'ai un exemple pour ça, pour te donner. C'est tiré finalement d'expériences qui ont été faites souvent aux États-Unis et un peu au Québec pour tester la compréhension qu'ont les gens des chiffres. Alors, si je te demande lequel de ces deux traitements est le plus sécuritaire, celui qui a un taux de survie de 90% ou bien celui qui tue 10 patients sur 100. Mais moi, je veux dire que c'est la même chose, là. C'est ça. Mais là, tu voyais le piège à des kilomètres à la ronde, mais beaucoup de gens ne verront pas le piège parce que notre premier réflexe va être de dire, c'est le premier qui est le plus sécuritaire, celui qui a un taux de survie de 90%. Pourquoi? Parce que on a choisi des mots magiques. Un taux de survie, et beaucoup de gens vont spontanément dire, il y a un taux de survie de 90%. Celui qui tue 10 patients sur 100, ça veut dire qu'il y a aussi un taux de survie de 90%, sauf qu'il faut prendre quelques secondes. Gymnastique. Une gymnastique mentale, quelques secondes pour y penser, pour que les engrenages tournent dans notre tête. Quand on le dit comme ça, 10 personnes sur 100 qui meurent, notre cerveau le perçoit intuitivement comme négatif et il pense pas plus loin.
Oui, c'est incroyable. Puis il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Là. C'était des études qui portaient sur le sujet des finances, qui ont pu démontrer là, qu'on a tendance à percevoir les probabilités qui évoquent un gain, dans ce cas-ci, mettons, la survie, beaucoup plus positivement que celles qui évoquent une perte, dans ce cas-ci, bien évidemment, la mort. Là. Donc, même ça phénomène. aussi, c'est ça. Là, c'est le même phénomène qu'on parle de finances ou de statistiques en santé. Puis, bien évidemment, tu l'as un peu dit aussi, plus on doit faire un calcul mental compliqué, plus on a tendance à mal comprendre les probabilités. Oui. Dans mon exemple précédent, c'était 90-10. Donc, c'était plus facile à comprendre tout de suite. Mais si on complexifie un peu mon exemple, si je te dis laquelle de ces deux maladies est la plus inquiétante? La maladie qui tue 12,5 personnes sur 50 ou bien la maladie qui tue 250 personnes sur 1000? Ben là, je sors ma calculatrice. Je pense que c'est la même chose. C'est la même chose, hein? Même piège. Mais déjà, on se rend compte que c'est plus compliqué parce que là, il faut qu'on fasse un calcul dans notre tête. OK, 12,5 sur 50, c'est un quart. 250 sur 1000, c'est un quart. OK, c'est la même chose. Mais ça m'a pris quelques secondes pour y arriver. Et la plupart des gens ne se rendront pas jusque-là. Notre premier réflexe va être de dire, oh, c'est la deuxième qui est la plus inquiétante parce qu'elle tue 250 personnes plutôt que 12,5. Exactement. Puis en plus, on a peur des chiffres en général. Là. Ça aussi, c'est assez bien démontré. Là. Et on a vu quand même aussi que notre mauvaise compréhension là, des probabilités, là, on l'a beaucoup vu durant la pandémie. À un moment donné, je me rappelle, on pouvait lire... surtout sur les réseaux sociaux, que puisqu'il y avait dans les hôpitaux 50% des malades hospitalisés qui étaient vaccinés, ben ça voulait dire que la vaccination était pas efficace parce que la moitié du monde qui était présent donc à l'hôpital était vacciné. Mais en réalité, les non-vaccinés étaient surreprésentés parce que ils représentaient une plus faible population, plus faible proportion de la population à ce moment-là. Là. Tout à fait. Disons ça autrement, on peut imaginer qu'à ce moment-là, 80% ou peut-être même 90% des adultes étaient vaccinés. Ouais. On sait évidemment qu'aucun vaccin, aucun médicament n'est efficace à 100%, donc inévitablement, il va y avoir des gens, des malades qui ont été vaccinés. Alors, ce qu'il fallait regarder, c'était, OK, si 10% de la population n'est pas vaccinée, et que ces non-vaccinés représentent donc, comme tu viens de le dire, 50% des gens hospitalisés, ben, ça veut dire qu'ils occupent une place disproportionnée par rapport à leur nombre. Ça veut dire aussi que la probabilité d'être hospitalisé si on n'est pas vacciné, ben, elle est plus élevée. Mais encore ça ne rentrait pas dans la tête des gens. Parce que là encore, il faut prendre quelques secondes pour y réfléchir avant que ça semble évident. Mais il faut donc prendre quelques secondes là, puis la plupart du temps, on ne le fait pas. D'abord, tu as dit tantôt qu'on a peur ou on n'aime pas les chiffres. Bien, effectivement, on s'en rend compte dans les études qui ont été faites en psychologie. Quand on lit un paragraphe qui est plein de chiffres, on passe au paragraphe suivant. Mais en plus, si on prend l'exemple de nos non-vaccinés, bien forcément, la personne qui ne veut pas croire que le vaccin est efficace, ben, elle ne prendra pas ces quelques secondes-là pour réfléchir. Alors, on est devant plusieurs handicaps en même temps qui font que la réponse n'est pas intuitive. Il faut réfléchir, il faut prendre quelques secondes, mais on ne prend pas ces quelques secondes-là, soit parce que les chiffres font peur, soit parce qu'on veut simplement pas vérifier. Peut-être qu'on va remarquer dans nos statistiques d'écoute que plus personne déjà nous écoute rendu ici dans notre podcast. Là. Mais bon, blague à part, là, une des premières astuces justement pour bien comprendre les probabilités, c'est de prendre son temps. Bien, c'est de prendre son temps. C'est en fait très banal. Ça semble banal de le dire. C'est ce qu'on dit aussi quand on parle de lutte contre les fausses nouvelles. Prendre son temps avant de sauter aux conclusions. Mais prendre son temps... Quand on parle spécifiquement de chiffres, de mathématiques, ben c'est se rappeler que les mathématiques, c'est contre-intuitif et qu'on est prompt à sauter aux mauvaises conclusions. Il faut surtout pas s'en culpabiliser. Il faut surtout pas se dire « Ah, c'est parce que moi, je suis pas bon en mathématiques, je suis pas assez intelligent. » Tout le monde peut tomber dans ces pièges-là parce qu'on cherche tous des conclusions qui sont intuitives, qui sont faciles, des conclusions qui ont l'air d'être simples. Et ça, c'est jamais une bonne idée. En fait, c'est jamais une bonne idée dans n'importe quelle circonstance, dans la vie de tous les jours, de toujours sauter à la conclusion la plus simple. Mais il faut se rappeler que c'est encore moins une bonne idée quand on parle de chiffres, parce que le risque de tomber dans le piège est encore plus grand. Puis on peut le voir comme un exercice amusant aussi de prendre son temps pour bien comprendre là, un texte avec des probabilités, par exemple, puis faire un petit exercice sur papier. Là, on n'est pas
obligé de faire ça vite, là. Ça ne demande pas des connaissances en trigonométrie Non. ou sur les algorithmes ou en algèbre. Là, on parle de calcul mental très simple. Exactement. La deuxième astuce, elle est concrète, mais elle demande quand même un petit peu plus de recherche. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander, quand on parle en termes de pourcentage, là, par exemple, une augmentation, une diminution de X %, bien, on parle de X % de plus de quoi? De X % de quoi, Voilà. finalement? On a une règle en vérification des faits, puis en science, puis en journalisme, qui est toujours qu'un chiffre tout seul, c'est rarement suffisant. Alors, l'exemple typique, c'est le risque de cancer a augmenté de 10 %. Mm-hmm. OK? Mais 10 % de quoi? Exact. Si on est passé de 10 cancers à 11 cancers dans l'ensemble du Québec, c'est une augmentation de 10 %. Mais c'est pas la même chose que si on est passé de 10 000 à 11 000. Ben non, exactement. Puis c'est super important de mettre ça, d'y réfléchir, puis ça met les choses en perspective. Parce qu'un exemple qu'on voit vraiment très souvent dans les médias aussi, c'est par exemple aussi, on a 2 fois plus de chances d'avoir une maladie, des effets secondaires d'un tel médicament. Ça fait peur, mais ça, c'est un risque qui est un risque qu'on appelle relatif. Donc, si au départ, j'ai une chance sur 7000 d'avoir des effets secondaires, ben 2 fois plus, ça me fait 2 chances sur 7000. Ça met quand même pas mal les choses en perspective. C'est moins impressionnant. Oui, c'est pas mal moins impressionnant. Et de pas y penser, ou en tout cas, le fait que des journalistes ne pensent pas à faire cette étape-là de mise en contexte, de ramener ça au risque absolu, c'est quand même un problème parce que ça peut faire peur. Puis il y en a des exemples de cas très connus qui ont fait peur, donc qui ont été très, très médiatisés. Je pense dans les années 90, il y a des chercheurs qui avaient découvert que les risques de caillots sanguins chez les femmes qui prenaient des pilules contraceptives de 3e génération, bien, justement, c'était de 2 sur 7000, une augmentation donc une chance sur 7000. Mais là, tout le monde avait présenté ça comme 2 fois plus de chances. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a des femmes qui ont cessé de prendre la pilule ou qui ont changé de pilule. Et donc, il y a eu plus de grossesses. Et ce qui est super ironique, c'est que, les grossesses comportent davantage de probabilité d'avoir des caillots. Bref, il peut y avoir des conséquences à mal comprendre ou à mal expliquer les statistiques, les probabilités. Tout à fait. Puis, il faudrait ajouter à ça que il faut être prudent quand on lit ces statistiques-là dans les médias. Parce que les journalistes, eux aussi, ont un problème avec les chiffres. Mm-hmm. Et on a quantité d'exemples en finance, en économie, en politique, dans lesquels on a des paragraphes remplis de chiffres, mais il manque une information fondamentale. On nous a donné le 10 % d'augmentation, par exemple, mais sans nous dire 10 % de quoi. Jamais. Et une des raisons de ça, c'est pas de la paresse, c'est que les journalistes sont pas différents du commun des mortels. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas non plus les chiffres, alors ils vont essayer de s'en débarrasser le plus vite possible en se disant, de toute façon, moi, j'y comprends rien, ou en se disant, personne ne va lire ce paragraphe-là de toute façon. Alors, on a des fois une chaîne de communication qui est aberrante, dans laquelle on a un relationniste qui a écrit un paragraphe avec des chiffres qu'il n'a pas compris. Le paragraphe est repris tel quel par un journaliste qui ne les comprend pas non plus, et le lecteur, en bout de ligne, il y a une information qui lui manque. Donc, il faut effectivement avoir ce réflexe-là de se demander 10 % de quoi? Tu avais une 3e astuce, je pense, pour nos auditeurs à donner. Chaque fois que c'est possible, il faut essayer de ramener un chiffre dont on ne sait pas trop quoi faire, un chiffre qui nous est pas familier, vers quelque chose qui nous est familier, quelque chose qui va avoir plus de résonance dans notre vie de tous les jours. Alors, on a eu un exemple pendant la pandémie, les thromboses. Au début de la campagne de vaccination est sorti un chiffre inquiétant. Avec le vaccin, il y aurait une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose, problème cardiaque. C'est normal d'être inquiet quand on lit ça. On se dit, ça pourrait être moi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, 1 sur 100 000? Pour le détecteur de rumeurs, on avait décidé d'aller chercher des exemples de risques qui sont dans cette même fourchette. Et ça donnait des choses comme, par exemple, le risque de mourir d'une piqûre d'abeille est de 1,5 sur 100 000. C'est déjà même un tout petit peu plus élevé que le risque d'avoir une thrombose à cause du vaccin. Le taux de mortalité des femmes enceintes, qui faisait allusion à l'instant, le taux de mortalité des femmes enceintes est de 8 sur 100 000 au Canada. C'est même encore plus élevé aux États-Unis. Pas d'assurance maladie, plusieurs personnes plus pauvres ne sont pas suivies par des médecins. Mourir d'une intoxication alimentaire, 24 sur 100 000. Thrombose pendant la grossesse, 150 sur 100 000. Alors, on lit ça, puis tout à coup, on comprend mieux que le 1 sur 100 000 est pas aussi inquiétant qu'il en avait l'air juste avant. L'idée n'est pas de dire qu'il n'est pas inquiétant du tout, mais on peut au moins le relativiser en le comparant à des choses
qui ont plus de résonance dans notre vie de tous les jours. Exactement. En même temps, il faut quand même dire que pour le commun des mortels, là, aller chercher ce genre de comparaison-là, là, ça prend du temps parce que toi, tu es journaliste, tu l'as fait, tu as fait ta recherche pour faire ça, pour trouver ces chiffres-là, avec notre infographiste et tout, mais ça demande du temps, là, aller chercher des comparatifs. Évidemment, on ne se le cache pas, là, cette partie-là ou cette astuce-là dont on parle est les plus compliquées à cause de la recherche que ça demande. C'est quand même une partie du travail des journalistes. Ouais. C'est toujours, notre travail est toujours d'aller chercher du contexte qui va permettre de mieux comprendre une situation. Et dans un cas comme celui-ci, le 1 sur 100 000, ben, ça voulait dire trouver des façons claires de faire comprendre ça veut dire quoi, ces chiffres-là. Mm-hmm. Tu as bien raison de dire que la majorité des gens n'ont pas le temps de faire ce travail de recherche-là. Ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a des journalistes. Puis j'ajouterais même que c'est pour ça qu'il y a spécialement des journalistes scientifiques qui peuvent aller fouiller lorsque le sujet est plus compliqué ou fait appel à des études, à un travail plus complexe. Puis c'est pour ça aussi qu'il devrait avoir plus de journalistes scientifiques. Puis il y a aussi une quatrième astuce dont on voulait parler aujourd'hui, puis qui va nous ramener un peu à ton exemple du début là, de l'Auto-Québec. Oui, ben chaque fois qu'on a un chiffre qui est sous la forme d'une fraction, comme le 1 sur 14 millions de tantôt, comme 1 sur 100 000, ben on peut revirer ça à l'envers et le calculer en pourcentage sur 100. Alors, une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose, ça veut dire que j'ai 0,001% de risque. Dit comme ça semble déjà moins impressionnant. Il y a des gens qui vont intuitivement se rendre compte que c'est extrêmement petit. Mais évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'on va éliminer les inquiétudes, l'anxiété des gens. C'est pas ça. C'est de leur fournir des outils pour peut-être prendre un pas de recul. J'ai surtout pas la prétention de dire que ces astuces-là sont des recettes miracles. Ça va toujours être difficile pour tout le monde, y compris nous autres, de prendre du recul quand on est devant des chiffres qui ont l'air compliqués. Et puis c'est encore plus vrai quand les chiffres viennent chercher une émotion chez nous, comme une inquiétude face à notre santé. Dans ces cas-là, ben, il faut se rappeler qu'il faut qu'on soit plus vigilant face à nous-mêmes avant de grimper au rideau, avant de s'inquiéter, avant de sauter aux conclusions. Bref, être encore plus vigilant pour se dire, OK, ce chiffre-là, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis on peut donc utiliser peut-être certaines des astuces qu'on a développées pour relativiser ça. Et surtout, si on tente de vous faire peur avec un chiffre, là, parce que ça, on le voit beaucoup dans la désinformation, là, c'est vraiment le temps de sortir, de prendre une pause et de réfléchir avec toutes les astuces et d'appliquer les astuces dont on vient de parler. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez les articles et les études scientifiques dont on a parlé durant cet épisode. Ben, rendez-vous sur le site de l'agence Science Presse, www.sciencepresse.qc.ca. Merci Pascal d'avoir été avec moi en studio, d'avoir donné toutes ces astuces-là. Si vous avez aimé notre balado, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis, cet épisode a été réalisé par Félix Charret, au micro Ève Baudin. Le balado Le Détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse. À la semaine prochaine.